Donc Yann Chevaury qui nous vient de Cergy-Pontoise et qui travaille dans une branche de la bioinformatique qui est souvent, c'est pas celle à laquelle on pense tout d'abord, mais c'est la police scientifique, un domaine qui est quand même très populaire auprès des gens en général. Et donc Yann va nous présenter ce qu'est la police scientifique et comment le bioinformaticien s'intègre là-dedans. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier l'équipe d'accueil et Ibigo et ceux qui ont préparé le Big Day, et notamment pour l'accueil hier soir dans le froid et ce matin. C'est appréciable. Et donc, je vais vous présenter mon poste de bioinformaticien en police scientifique. Donc voilà, je travaille en tant que bioinformaticien à l'IRCGN, donc c'est l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Et donc, je vais vous présenter dans un premier temps l'IRCGN, en quoi ça consiste exactement, et notamment la DCBG, c'est la division dans laquelle je suis affecté, pour division criminalistique biologie génétique. Et donc ensuite on verra le rôle du bioinformaticien à l'IRCGN, pour ensuite voir l'IA que j'ai pu appliquer par la suite à la DCBG, mais également ce qui se fait dans les sciences forensiques. Donc petit retour historique, l'IRCGN a été mis en place en 87 suite à l'affaire du petit Grégory. Au vu du fiasco, on peut dire ça comme ça, des résultats et de l'enquête, ils ont décidé de mettre en place un 6e laboratoire, notamment au niveau de la gendarmerie. Donc initialement, il était situé à Rosny-sous-Bois, donc dans l'Est parisien. Et actuellement, depuis 2015, il est situé à Pontoise, dans le 95. Donc voilà le nouveau site. Et ce site comprend, c'est dans son ensemble le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Donc ça comprend le SCRC, c'est le renseignement criminel, ainsi que la cybersécurité, qu'on appelle le ComCyber. Et toute la partie de droite concerne l'Institut de recherche criminelle. Et donc là, il y aura plusieurs laboratoires dans toutes les dominantes, qu'on peut voir, qu'on verra par la suite. Et donc à l'IRCGN, on a 26% d'officiers, donc c'est les cadres dans le milieu militaire, 57% de sous-officiers, et il y a tout de même des civils, dont moi, donc 17%. Donc on recrute des civils quand ils ont besoin d'un poste en particulier qu'ils n'ont pas dans les rangs de gendarmes ou de militaires. Et parmi ces postes, on a 70% de l'effectif qui est expert et 50% ingénieur et qu'est-ce que j'ai mis ? Et docteur. Bon, il n'y en a pas 50% de docteurs, mais... Donc voilà toutes les dominantes qu'on a à l'IRCGN. Donc on a différentes divisions, notamment la division pour la physique et la chimie. Donc ça va comprendre l'analyse balistique pour les trajectoires de tir, l'analyse des traces d'outils, ou encore la toxicologie pour l'analyse dans le sang, ou tout simplement les ECX pour les explosions. On a une autre division qui s'intéresse au numérique. Donc là, on va analyser du véhicule à un téléphone portable ou un ordinateur. L'autre division qui concerne l'identification humaine. Donc ça concerne toutes les autopsies, médecine légale, l'analyse des empreintes digitales, les traces de sang, et FFF pour l'analyse des petites mouches. Et enfin, la division dans laquelle je suis affecté, la DCBG, qui comprend 4 départements que je vais vous présenter par la suite. Donc la DCBG repose sur l'empreinte génétique, l'ADN, pour lequel on va avoir différents départements qui vont l'analyser en fonction des circonstances. Donc on a AGT qui vont analyse génétique des traces. Donc ils ont une particularité, c'est qu'ils vont soit analyser par exemple par année, ils ont 1300 dossiers où il y a par exemple un véhicule, par exemple l'affaire de la petite Maëlys, où ils ont décortiqué le véhicule pour essayer de trouver une trace biologique. Donc là, c'est des dossiers où vraiment on va partir sur par exemple un véhicule ou une scène de crime. Mais ils peuvent également analyser des supports standardisés. Donc ça comporte les mégots, les chewing-gums et les écouvillons. On a le deuxième département, c'est l'analyse génétique des individus. Donc là, le support, ce sont des cartes FTA. Donc c'est des supports cartonnés où on va entreposer la salive sur ces morceaux de carton, où il y a un début d'extraction de l'ADN qui va être mis en place. Et on va chercher à mettre en place un profil génétique qu'on envoie ensuite au FNAEG, donc pour le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Et le but de ce département, c'est qu'on connaît l'identité, mais c'est simplement de l'enregistrer au FNAEG pour pouvoir avoir un match, si ça passe un jour, au niveau des traces sur une scène de crime ou autre, pour essayer justement d'avoir l'identité de l'individu. Enfin, le dernier département de la DCBG, le SCPPB. Donc là, c'est toute la conservation des échantillons qui ont été analysés en gendarmerie et en police. Donc c'est vraiment centralisé au niveau des deux, même les laboratoires privés. Donc tous les scellés d'affaires criminelles sont entreposés là-bas pour plusieurs années, au cas où on a besoin de rouvrir une enquête, ou si les nouvelles technologies, donc dans l'histoire des cold cases, des fois on repart sur des anciens scellés qui n'avaient rien donné, on va peut-être essayer de le réanalyser pour obtenir quelque chose de plus concluant. Donc aujourd'hui, la législation demande à ce que tous les scellés qui soient gardés aient donné une trace, un profil génétique. Si ce n'est pas le cas, ils ne sont pas conservés, mais ça va peut-être être modifié par la suite. On a également une particularité à la DCBG, c'est d'avoir un laboratoire d'analyse mobile, le Lab ADN, qui, en 3 heures, aura la capacité de mettre en place le séquençage de l'ADN, et on pourra obtenir à l'intérieur du Lab ADN l'interprétation du profil génétique pour avoir tout de suite le résultat. Et donc ça a notamment été utilisé dernièrement, je l'ai mis pour l'attentat de Nice en 2016, mais actuellement il a également été déployé en Ukraine pour analyser à Boutcha les cadavres qui ont été découverts. Donc quel est mon rôle dans tout ça en tant que bioinformaticien? Donc 60% de mon temps concerne le développement et la maintenance du LIMS. Donc le LIMS, c'est le logiciel pour le suivi et la traçabilité des scellés. Donc de leur arrivée jusqu'à l'analyse et au moment où on le rend au requérant, il va y avoir ce logiciel qui va faire le suivi. On va noter un code barre à chaque scellé. Ça nous évite d'avoir l'identité de l'individu quand on le connaît, et de traiter chaque dossier de la même manière. Et donc le LIMS aura pour rôle d'améliorer le process analytique et d'avoir une justesse justement dans les résultats qui vont être rendus. Donc c'est pour ça également qu'on est avec des normes ISO et le COFRAC. 30% de mon temps, donc ça c'est tout nouveau, parce qu'au début c'était 100% pour la maintenance du LIMS, et au fur et à mesure j'ai fait sur mon temps libre des recherches, des preuves de concept que j'ai pu présenter ensuite à mes chefs, et donc maintenant je peux me permettre de faire de la R&D en intelligence artificielle. Et donc j'ai développé Validia, c'est un logiciel pour la validation des profils génétiques en intelligence artificielle, et on va voir ça par la suite, donc je ne vais pas vous spoiler. Et ensuite, je fais également du développement de solutions pour les autres divisions, que je vous ai présentées tout à l'heure, en respectant tout de même mon cahier des charges, parce que sinon je peux vite me disperser. Et il y a également les missions annexes qui concernent le développement spontané, tel que pour l'Ukraine. Le logiciel, il y avait besoin de l'adapter en fonction de ce qu'on avait. Et donc là, il a fallu développer, sans trop compter mes heures, pour ajuster rapidement le logiciel, en correspondance avec le satellite, avec l'équipe qui était sur place, pour que ça corresponde exactement aux besoins. Et à côté de ça, on a également les formations, les conférences et les pauses café. J'étais obligé de le mettre, parce que j'aurais même dû le mettre aux 60%, mais bon. Donc voilà, et j'ai indiqué également, on est 2 bioinformaticiens, dont un personnel militaire, sous-officier. Et donc on s'occupe également de toutes les bases de données et de la gestion de l'anticontamination entre les dossiers et pour les personnels, pour éviter de les inclure dans des affaires de viol ou autre, parce que bon, ça serait ballot. Donc Validia, le petit logiciel d'IA, enfin petit logiciel, qui commence à devenir assez gros. Donc qu'est-ce que c'est qu'un profil génétique déjà, parce que c'est sur ça que ça repose. Tac. Le profil génétique, donc, actuellement, repose sur la technique des STR. Donc, ce sont des motifs de répétition. Donc, comme on peut le voir dans cet exemple-là, avec 3 individus différents, il y aura le motif CTA, oui, c'est bien CTA, qui va être répété de différentes façons entre ces différents individus. On va chercher à avoir des régions où on a une grande diversité dans l'ADN pour une même population. Donc, dans notre cas, on se concentre sur 24 marqueurs. Donc, ce sont ces régions qu'on a ciblées, où on va essayer justement de déterminer les différents nombres de répétitions pour chaque marqueur. Et donc, en combinant ces 24 marqueurs, on a un profil génétique qui est propre à chaque individu,
et qui permet de les différencier avec une grande probabilité. Donc voilà à quoi ressemble le profil génétique. On retrouve les barres grises. C'est vrai qu'on ne voit pas le pointeur, ça doit être celui-là. Les barres grises qui sont situées juste au-dessus. Donc là, il n'y en a pas 24 parce que je l'ai coupé, sinon c'était illisible. Mais en réalité, on en utilise actuellement 24. Et pour chaque marqueur, on aura, pour un individu, un seul pic, ou deux, comme dans ce cas-là. Donc un seul pic, c'est lorsque le père et la mère a donné la même version d'un gène, qu'on appelle un allèle. Et lorsqu'on en a deux, c'est que le père et la mère a donné une version différente. Et donc avec cette combinaison de marqueurs, on va pouvoir en faire un résumé. Que je vous montre, enfin un résumé, en fin de compte, on va prendre le nom des différents marqueurs avec l'étiquette des allèles qui a été déterminée. Et c'est ça qu'on envoie ensuite au FNAEG, qui va conserver le profil pendant 40 ans. D'ailleurs, j'ai vérifié la date parce que l'un de vous est fiché au FNAEG, apparemment. J'ai vu ça ce matin. C'est lui qui s'est dénoncé. Pour Validia, en réalité, en arrivant en tant que bioinformaticien, on a une période où on suit le process de formation des techniciens en identification criminelle, c'est-à-dire qu'on va au laboratoire, on suit le process de l'analyse, de la pré-PCR, de la post, on fait vraiment toutes les étapes pour AGT et AGI. Et donc au fur et à mesure, j'ai vu les faiblesses et ce qui aurait pu être amélioré avec de la bioinfo notamment. Et donc, par exemple, le temps de la validation d'un profil génétique est fait par des experts et prend 1 minute à 1 minute 30 par profil. Donc en soi, ça paraît assez rapide, mais il faut savoir qu'ils en ont tout de même 200 à valider en tant qu'objectif au quotidien. Et ça représente 5 heures de validation par jour. Au vu de la responsabilité des enjeux qui en découlent, vous comprenez bien qu'au fur et à mesure, les erreurs ne sont pas permises et donc qu'une petite aide serait la bienvenue. Et donc c'est ce que j'ai essayé de mettre en place avec un réseau de neurones convolutifs, donc avec de l'IA. Et donc les données qui étaient générées par les séquenceurs étaient encodées et appartiennent à Thermo Fisher. Et donc j'ai essayé de bidouiller un petit peu en étant arrivé sur mon temps libre et j'ai réussi à décoder ces fichiers et à obtenir les données brutes pour lesquelles on n'avait pas accès avant. Et à partir de ces données brutes, j'ai essayé de les arranger, les annoter et de mettre en place justement une normalisation pour que tout soit adapté pour mettre en place une IA. J'ai ensuite essayé différents modèles et je me suis arrêté sur le CNN en ayant également fait de la revue bibliographique. Et au fur et à mesure, j'ai ajusté mon modèle, j'ai adapté les paramètres et j'ai obtenu des résultats qui étaient satisfaisants. J'ai aussi indiqué le CNRS dans l'entraînement de la donnée, étant donné qu'au fur et à mesure où j'ai vu que j'avais des bons résultats, je me suis permis de prendre l'entièreté des profils génétiques qui étaient enregistrés dans nos bases de données. Donc ça, je m'étais arrêté à 400 000 parce qu'il y en avait presque 1 million. Et j'ai fait saturer ma machine. Donc j'ai dit, j'ai besoin d'une grosse machine. Et donc j'utilise le CNRS pour Janzé, justement, on en parlait ce matin. Et c'est intéressant et je tiens à vous faire un petit point parce que peut-être par la suite vous aurez besoin d'une puissance de calcul. Il faut savoir qu'avec Janzé, il suffit simplement de créer un dossier et vous avez accès gratuitement à la machine pour faire un entraînement de d'IA ou alors un calcul qui a besoin justement de beaucoup de capacité. Et il suffit juste de les citer, un peu comme je le fais ici, ou alors lors d'une publication, pour pouvoir utiliser leur machine. Et en plus de ça, ils ont un support pour l'IA qui est au top. Donc c'est que du bonus. Je vous conseille, si un jour vous avez besoin de puissance, de vous rapprocher d'eux. Et donc voilà à quoi ressemble mon modèle. J'ai essayé de reproduire en gros le rôle de l'expert, qu'est-ce qu'il fait avec à l'œil nu pour valider son profil. Et donc il va regarder toutes les lignes du profil génétique. Tout à l'heure il y en avait 4. En réalité il y en a 6. Et il va essayer de déterminer pour chaque position si le pic qu'il voit c'est un allèle, et donc il doit la noter, ou si c'est un artefact issu de la PCR, ou alors une contamination entre un personnel, ou alors justement un pic qui n'est pas présent alors qu'il aurait dû l'être. Voilà, il y a vraiment tout plein de particularités qui demandent une expertise, et j'ai essayé de la retranscrire dans cette IA. Et donc il va voir les 6 couleurs au tout début du modèle, et au fur et à mesure, il va mettre en place une interprétation pour chaque couleur et chaque position du profil génétique. Et ça me permet de redessiner le profil génétique, vu que maintenant j'ai accès à la donnée brute. J'ai plus besoin du logiciel
qui demande une licence à plusieurs milliers d'euros. Et on peut du coup analyser le profil génétique et obtenir une prédiction avec les points en violet où le logiciel Validia a déterminé un pic allélique qu'il aurait envoyé au FNAEG. Et les petits points en vert, bon, on ne le voit peut-être pas très bien vu que c'est assez clair, ce sont les points de contrôle, vu que c'est un profil qui était connu pour justement vérifier le bon résultat et contrôler justement les paramètres. Et donc voilà ce qu'on rend à la toute fin de l'analyse. C'est un profil génétique, l'ensemble des marqueurs qui ont été analysés, donc là il y en a bien 24, et tous les allèles qui ont été déterminés. Et donc ce projet il est en phase de pré-prod, il est en phase de test. Et là actuellement, donc c'est tout récent, hein, pour 1500 profils, on obtient presque 90% de profils qui auraient pu être validés et envoyés automatiquement au FNAEG et pour lesquels les experts qui ont utilisé Validia sont d'accord avec son résultat. Le reste, ce sont la plupart des profils qui sont déclassés parce qu'on a mis également un script qui vérifie la dégradation du profil, des critères de sécurité entre guillemets qu'on s'est donné de garder. Et donc ils sont déclassés pour tout de même garder les profils avec une petite particularité aux experts. On préfère automatiser 90% de la validation des profils génétiques et qui se concentre sur les 10% restants, sur des profils complexes sur lesquels, entre guillemets, pour lesquels je ne peux pas me retrouver en cours d'assises pour justifier le non-fonctionnement de mon IA. Et donc voilà, et puis au moins on ne remplace pas tout le monde et on garde nos experts et aussi leur technicité. Donc il y a également d'autres d'autres manières d'utiliser l'intelligence artificielle à la DCBG, et c'est également le cas avec le portrait robot génétique. Donc à partir de l'ADN et des techniques de NGS, on peut se permettre de déterminer justement les caractéristiques phénotypiques d'un individu. Comme vous pouvez le voir, à partir de l'ADN, on a pu déterminer cette photo. Alors je ne sais pas, c'est un peu propre à vous, savoir si vraiment vous l'aurez reconnu dans la rue grâce à partir de ce portrait robot génétique. Mais voilà, donc on a tout de même donc, la prédiction de l'âge à 3-4 ans. Le sexe, forcément, on l'avait déjà avec les STR, mais on a également les caractéristiques pour les yeux, les cheveux, savoir s'ils sont bouclés ou non, et voilà, la couleur de la peau, etc. Le NGS est aussi utile pour les profils où on a de l'ADN qui est dégradé ou alors en très faible quantité, vu qu'il est un peu plus précis. Et également pour l'analyse de l'ADN mitochondrial et pour combiner avec l'ARNM. Voilà. Alors moi j'ai un autre projet en tête, vu que je ne suis pas assez confiant sur le portrait robot génétique et de son utilité par la suite pour retrouver un individu à partir du résultat. Ça peut juste donner des pistes pour une enquête, étant donné qu'on peut savoir à peu près l'âge de la personne, d'où elle vient, etc. Mais moi, j'aurais pour projet par la suite de prendre l'ADN et d'essayer de déterminer les points l'espace entre les différents points du visage, les données biométriques, c'est ce que je recherchais. Et l'idée serait à partir de l'ADN d'obtenir ces données, de les envoyer tous les téléphones portables des gendarmes qui sont sur le terrain. Et lorsqu'on recherche un individu et qu'on a simplement son ADN et pas son identité, mettre en place les barrages filtrants et déterminer avec un match, à partir d'une photo ou une vidéo, si l'individu correspond aux points qui sont déterminés. Donc ça, aujourd'hui, ça n'existe toujours pas, c'est des idées de recherche. Et voilà, il va falloir mettre en place des preuves de concept, faire de la biblio, et voilà, c'est tout ce qui peut... Il y a une part de R&D qui est possible à l'IRCGN, et c'est une chance, donc il faut tenter des choses. On a également une autre possibilité, c'est d'utiliser la donnée microbiomique. Et à partir de la microbiomique, on peut déterminer la géolocalisation d'un prélèvement de terre qu'on pourrait retrouver sur des semelles ou autres, par exemple. Déterminer l'environnement de l'individu et également son sexe. Savoir sur une scène de crime quel a été le parcours de l'individu, s'il a manipulé différents objets, entre guillemets, pour retrouver justement si cet individu-là a touché différents objets et si il n'y en a pas eu plusieurs, etc. On a également la possibilité de déterminer la cause de la mort et de savoir s'il a ingéré certaines substances ou autres.
On peut également dater le corps grâce à ces données et déterminer s'ils sont en présence d'animaux de compagnie ou alors de vêtements avec des tissus animaux. Du cuir, quoi. Et donc, voyons plus généralement l'IA dans les sciences forensiques. Alors là, c'est une IA pour laquelle je ne l'ai pas développée, mais je trouve son utilité a fait toute sa preuve depuis 2016 avec le projet Alice. C'est le tri automatisé des images. Et donc, on utilise, ça paraît tout bête, mais pour nous, ça a une grande utilité, notamment pour les images à caractère pédopornographique ou alors les images de crimes de guerre ou de sang. Étant donné que toujours actuellement, ils continuent de travailler sur cette dominante-là, mais ce sont des techniciens qui regardent au quotidien des centaines de milliers d'images avec cette caractéristique. Il faut savoir que l'aspect psychologique est très vite impacté. Et donc l'utilité d'une IA qui pré-traite les images et qui vous les trie, ça déjà diminue cet impact. Et donc c'est important d'utiliser l'IA pour ce type de raison. Il y a également un projet pour lequel j'ai travaillé avec le médecin légiste présent à l'IRC. C'est le rapport d'autopsie automatique. Donc il y a déjà des logiciels qui existent, notamment Dragon, mais il ne prend pas en compte le vocabulaire médico-légal et notamment les combinaisons dans lesquelles on peut se retrouver sur certaines scènes de crime avec la radioactivité. Et donc on a dû ajuster une IA qui s'adapte à tout cet environnement-là et ces contraintes de vocabulaire pour que cela fonctionne. Donc on a fait une preuve de concept. Ils vont recruter des stagiaires, des ingénieurs pour mettre en place ce logiciel-là et pouvoir l'utiliser. Il y a également des projets comme la signalisation, la signature olfactive. Donc c'est un projet d'un de nos officiers commissionnés qui a fait son doctorat sur ce sujet-là et qui le poursuit actuellement. C'est, entre guillemets, de représenter le rôle du chien, comme on voit dans les images, où on va lui donner le doudou d'une petite fille pour retrouver la piste. Et bien ici, on fait à peu près la même chose. On reproduit le nez de cet animal pour déterminer les molécules olfactives sur un échantillon. Et donc, pareil, l'IA a un rôle à jouer là-dessus pour déterminer quels sont les marqueurs à retenir et pour toute l'analyse prédictive des résultats par la suite. J'ai encore une nouvelle fois travaillé avec notre médecin légiste pour déterminer sur les chutes si elles sont accidentelles ou criminelles. En effet, aujourd'hui, c'est difficile de déterminer si une chute est due à un suicide ou alors accidentellement, ou si la personne a été poussée. Donc il y a des recherches en biomécanique qui ont été mises en place. Et la difficulté, c'est de reproduire justement ces chutes-là avec des volontaires, non, des mannequins, merci. Et donc on va mettre en place, pareil, une multitude de variables pour déterminer avec un modèle prédictif en intelligence artificielle si la cause de cette chute. Et enfin, toujours avec le médecin légiste, on a mis en place une IA, donc ça va être poursuivi par un stagiaire parce que ça peut marcher. C'est l'estimation du volume d'épanchement pleural qui permet justement lors des autopsies, avant l'ouverture du cadavre et de perdre justement tout le liquide, d'avoir une estimation très, très fiable de ce volume. Voilà, donc merci pour votre attention. Merci. Je vous ai mis une dernière diapo si jamais certains seraient motivés pour ce genre de poste. Donc il y a les différents parcours, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a le poste d'officier où il faut avoir 27 ans ou plus et avoir un master au bac plus 5. La voie de sous-officier où il faut simplement avoir le bac et avoir moins de 35 ans. Et enfin, tout comme je l'ai fait, le poste ouvert sur la bourse de l'emploi public pour rentrer en tant que civil. Voilà, je vous remercie. Bon bah merci beaucoup Yann pour cette présentation. Objectivement c'était super intéressant. Est-ce qu'on va commencer par la salle? Est-ce que vous avez des questions à poser? Bonjour, merci pour la présentation, c'était hyper intéressant. Et moi ma question, c'est une question simple, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous diriger vers la gendarmerie pour une analyse bioinformatique? Donc bien avant le collège, depuis le tout début, j'ai toujours voulu entrer en police scientifique. C'était l'objectif numéro 1. Ensuite, j'ai voulu me diriger vers la bio, vu que c'est ce qui m'intéressait le plus.
Au fur et à mesure, j'ai découvert la bioinfo. Et on m'a toujours dit qu'avec la biologie en polyscientifique, c'était bouché et que c'était limite impossible d'y entrer. Donc j'ai cherché à me spécialiser pour sortir un peu du lot. Et malheureusement, en M1, lorsque je suis allé à l'IRCGN, le directeur qui était présent m'a dit avec la bioinfo, malheureusement, tu ne pourras pas rentrer avec nous parce qu'il faut faire de la biologie moléculaire et cellulaire. Donc du coup, j'ai fait mon stage à la police. Et finalement, je travaille chez eux aujourd'hui. Donc voilà. Et donc, c'était police scientifique, peu importe où. Et après, au fur et à mesure, ça s'est débouché vers la bioinfo. Moi, j'ai une question par rapport au légal. Comment vous justifiez, quand vous dites on a fait ce profil génétique, on trouve que ça correspond à cette personne. Est-ce que, comment est-ce que vous justifiez le fait d'associer ça juste avec les marqueurs ou, Alors, on ne dira jamais que ce profil correspond à cet individu, parce qu'on prend toujours des pincettes en disant il est 1 milliard de fois plus probable que ce profil appartienne à cet individu-là plutôt qu'un autre dans la population. Entre guillemets, on dit qu'on est quasiment sûr, mais on ne le dit pas, parce qu'il y a toujours une part, comme toute science, de doute et d'erreur. À côté de ça, il faut savoir que justement, avec la combinaison des 24 marqueurs, on est à 10 puissance 28, je crois, de probabilité que cet individu corresponde à celui-là. Ensuite, voilà, on le certifiera jamais, mais on donne des valeurs probabilistiques. Oui. Ça va être moi. Par rapport à l'IA que tu as développé, donc 90% de bonnes, 90% de certitude, et les 10% restants, tu suggérais qu'en fait, il y avait un certain nombre de vrais positifs dedans. Tu n'es pas sûr de toi, mais tu les envoies vers une contre-vérification. Mais est-ce que tu as pu estimer si la contre-vérification était véritablement nécessaire ? Enfin, combien de fois, sur ces 10%-là, tu te retrouves avec un... Finalement, tu avais un doute, je comprends que juridiquement, tu le mettes entre des mains d'une vérification humaine, mais est-ce que le doute était avéré ou pas ? Alors, les résultats présentés, ce n'était pas la F1 score ni l'accuracy, les métriques qu'on utilise en IA. Ces métriques-là, elles tournent aux alentours de 98-99%. Là, les 90%, c'est les profils qui auraient été envoyés automatiquement, parce qu'on peut vraiment se le permettre, tous les feux sont ouverts. Les autres pourcentages, ce sont des profils où il faut savoir qu'à partir d'un certain seuil, les techniciens ne vont pas prendre le risque de l'envoyer, et donc ils l'auraient déclassé. En revanche, l'IA, s'il l'avait envoyé, ça aurait été correct. Mais pareil, on ne peut pas vraiment être sûr de ce résultat, vu que le technicien, lui, n'aurait pas rendu de résultat. Donc, on prend un risque. Il y a d'autres profils où l'IA va, comme je le disais, va prendre plus de risques que le technicien pour annoter les profils, donc sous les seuils. Et il va y avoir également des positions où il va prédire des pics alléliques alors que ça ne sont pas. Et là, ça demande simplement justement de nourrir l'apprentissage, de lui donner de plus en plus de profils pour qu'il s'améliore au fur et à mesure et de corriger ses biais au fur et à mesure. Alors j'ai aussi une autre question pour rebondir là-dessus. Comment est-ce que vous feriez si vous vouliez améliorer votre IA ? Est-ce que vous iriez chercher par exemple plus de marqueurs, même si je sais que déjà niveau entraînement c'est compliqué, vous êtes limité à 24. Qu'est-ce que vous envisageriez pour essayer d'améliorer ça ? Alors, comme pour toutes les problématiques d'IA, c'est plus de data, toujours. Mais en revanche, ce n'est pas le seul point ici, c'est qu'il faut savoir que tous les profils génétiques qui étaient à ma disposition, ce sont des profils génétiques qui sont propres, pour lesquels le technicien a pu se permettre de mettre en place une annotation. Lorsqu'ils ne sont pas beaux, avec du bruit ou autre, ils ne prennent pas la peine de le valider, ils disent que c'est pas bon et on va refaire une analyse ou un autre prélèvement sur le tissu, enfin le vêtement ou autre. Et le problème, du coup, c'est que j'avais des profils à ma possession, mais qui n'étaient pas annotés. Donc, le seul profil que j'avais à ma disposition pour mettre en place l'IA, c'est des profils de bonne qualité. Mais lorsque l'on rencontre un profil de mauvaise qualité, comment ça se passe ? Et donc, j'ai dû utiliser des profils qui ont été analysés dans le cadre des identifications de victimes. C'est ce qui est mis en place chez AGI. Donc, c'est vrai que j'aurais pu le préciser, ils ne font pas que l'analyse automatisée de la salive, ils font également l'analyse des ossements qui ont été trouvés de cadavres ou autres. Et donc là, ils vont prendre la peine
même si le profil n'est pas beau et il est dégradé, de chercher justement à déterminer des allèles pour trouver à tout prix l'identité de l'individu. Et donc j'ai pris ces profils-là, donc ça diminue mon jeu de données vu que j'ai dû équilibrer beau profil et profil de mauvaise qualité. Mais du coup je tiens de meilleurs scores, peu importe la qualité du profil. Voilà. Merci Yann pour ta présentation et je voulais dire aux étudiants du master que toi aussi tu as fait partie du master il y a quelques années déjà et tu nous as fait une présentation à un Big Day il y a quoi, 3-4 ans, de voir l'évolution en fait de ce que tu as mis en place par rapport à la présentation que tu as fait il y a 3-4 ans, c'est hyper impressionnant. Petite Merci. question, je ne suis pas sûre que tu vas pouvoir me répondre parce que voilà. Tu as dit que tu utilisais le NGS pour essayer de faire des portraits robots et que tu étais capable, alors la couleur des yeux, la couleur de la peau, ok, mais que tu étais capable à 3 ou 4 ans de déterminer l'âge de la personne? Avec la méthylation. C'est des petites nuances. Ok.